Nous allons maintenant parler de migration d'une application Power Builder dans une cible vers une cible C#, .NET pour le back-end et client léger, donc navigateur web et application type JavaScript Angular pour le front-end. On va utiliser pour ça une méthodologie qui s'appelle PBOpen, dont on avait déjà un petit peu parlé il y a quelques années, mais on a de plus en plus de projets qui nous posent des questions pour migrer vers cette cible client léger en particulier. Donc on va revenir sur cette méthodologie. Alors PBOpen, c'est à la fois une méthodologie et des outils qui vont permettre de faire une migration semi-automatique. Parce que le client Power Builder qui est très riche ne se prête pas à une migration complètement automatisée. Il y a eu plusieurs tentatives, mais à chaque fois, ça pose des problèmes. On va revenir à la fin de cette présentation sur la comparaison entre réécriture complète à la main ou migration complètement automatisée ou cette solution hybride, méthodologie et outils qui est PBOpen. Pour commencer, on va détailler un petit peu l'architecture cible. On part d'une application classique, un client lourd dans lequel on trouvera dans un seul package, on va dire, à la fois l'IHM, le code métier, puis la logique d'accès aux données, les data windows et les SQL embarqués. Et on va transformer ça, avec les étapes qu'on va détailler maintenant, vers un back-end dans le cloud dans lequel on trouvera en gros tout sauf l'IHM. Et donc dans le cloud, on va retrouver le code métier qui aura été converti en C#. On va donc passer de PowerScript à C#. On retrouvera la logique d'accès aux données à la place des data windows. On aura un .NET Data Store, c'est l'équivalent non visuel en .NET de la data window. Et les SQL embarqués auront aussi été convertis en code C#. Tout ça est accessible à travers une API web de type REST pour que le protocole d'interopérabilité soit le plus simple possible. Et l'IHM, elle, aura été réécrite dans une techno de type JavaScript HTML5 avec le framework de votre choix. Ça peut être Angular, ça peut être React, ça peut être d'autres frameworks. En tout cas, donc c'est ça la cible générique. Alors, deux commentaires. D'abord, donc le client léger, par définition, est multiplateforme. On pourra accéder à l'application depuis un navigateur web sur un PC, un mobile, une tablette, peu importe. Mais on peut aussi, à la place de ce client léger, utiliser une application desktop cloud, c'est-à-dire un client PB qui consommerait les services exposés par l'API web. Donc vous pourriez décider aussi, à la place du client léger, de garder un client lourd qui est vidé en grande partie de sa substance, puisque tout le code métier et l'accès aux données se trouvent déplacés côté serveur dans le cloud, dans un environnement .NET. Le deuxième commentaire, c'est que on voit ici un seul bloc qui s'appelle API Web REST, mais en fait, il est composé de plein de petits blocs sous la forme de microservices qui sont tous après, bien sûr, connectés à la base de données. Parce que c'est plutôt la façon actuelle de structurer le code dans le cloud où on va non pas avoir des gros services, mais plutôt des petits services spécialisés pour chacune des fonctionnalités business que l'on veut implémenter. Alors, quelles sont les principales phases du projet en suivant cette méthodologie? D'abord, on va faire un pilote pour valider un petit peu la méthodologie, le résultat final, l'ergonomie, dialoguer avec les utilisateurs, avec la direction, pour que tout le monde se mette d'accord sur cette trajectoire et l'atterrissage. Donc pour ça, on va prendre une ou deux fenêtres de l'application. On va prendre un périmètre très petit, très simple, mais représentatif de l'ergonomie et de la techno qui sera utilisée. Et on va réaliser un prototype qui permettra de valider, comme on l'a dit, donc la méthodologie, la structure du code migré, et puis l'aspect, le look and feel en quelque sorte, du futur client léger. Une fois qu'on a passé cette étape, on va préparer d'une part un guide de style qui va donc être l'ergonomie et la façon de transformer les écrans Power Builder dans la cible client léger. Puis on va aussi faire un audit de l'application pour mieux comprendre sa structure, préparer ensuite la structuration de l'API web et le processus de migration lui-même. On va ensuite attaquer la migration et là on va la faire module par module. Donc c'est un point important dans cette démarche.
On va pas faire un seul grand bloc et rendez-vous dans 1 an ou 2 quand tout sera terminé. Au contraire, on va détacher des modules de l'application. Et pour chacun de ces modules, on va commencer évidemment par une phase d'analyse. On va analyser le code existant. On va en déduire les specs pour, d'un côté, le client léger sur la base de l'IHM PB existante et du guide de style qu'on a défini un petit peu plus tôt. Ensuite, on va spécifier l'API web qui permettra de supporter le client léger pour que le client léger puisse faire appel à toutes les fonctionnalités dont il a besoin. On va évidemment spécifier aussi le code métier et la façon de convertir le code métier. Puis on va faire des estimations de charges pour pouvoir se donner un cadre, à la fois pour convertir le code métier et pour développer l'IHM. On va passer ensuite à la réalisation. Bon, là, j'enfonce les portes ouvertes, mais on va devoir développer le client léger, développer l'API web, convertir le code métier en C#. Donc là, c'est un point important. On ne va pas le réécrire. On ne veut surtout pas le réinventer, le spécifier, le réécrire. Au contraire, c'est là qu'on va utiliser des outils pour faire cette migration semi-automatique. Ce sont les outils qui ont été développés nativement par Appian pour ce type de migration. D'un côté, on aura un outil qui s'appelle PowerScript Migrator qui va prendre le script PB PowerScript et le convertir en code C#. Et de l'autre côté, on va utiliser un autre outil qui s'appelle Data Window Converter qui va prendre la data window PB et qui va fabriquer son équivalent en .NET Data Store qu'on va placer après aussi derrière l'API web dans l'environnement .NET. Puis, une fois qu'on a fait cette conversion, on va avoir des gens qui vont intégrer les morceaux ensemble, API, code métier, IHM, puis réaliser, vérifier que tout se passe bien. Alors une fois qu'on a posé les principes de base, je me suis dit qu'il était peut-être plus simple, plutôt que de rentrer dans tous les détails de l'organisation du projet, de prendre les choses à l'envers et de répondre aux questions classiques que tout le monde se pose quand il s'agit de projets importants, de nouvelles méthodologies, en particulier de démarches qu'on n'a pas encore expérimentées. Alors, les questions classiques, c'est quels sont les délais, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, quelles sont les ressources nécessaires, est-ce que je peux sous-traiter pour avoir de l'aide, est-ce que je fais tout en interne, quels sont les risques techniques, il y a plein de questions à se poser derrière ça. Puis aussi, ok, c'est une solution, PB Open, c'est une démarche, mais aussi on va essayer, comme on l'a dit, de la comparer avec une réécriture complète ou des migrations complètement automatisées. On va passer en revue ces questions une par une, en commençant par la question des délais. La question traditionnelle, c'est combien de temps ça va prendre, et si je mets plus de ressources, est-ce qu'on peut raccourcir les délais ou pas, parce qu'il y a des fois des types de projets pour lesquels c'est pas la peine de se mettre à 36 sur le même morceau, ça n'ira pas plus vite. Donc là, est-ce qu'il y a une flexibilité en fonction des ressources pour aller plus ou moins vite? Et puis surtout, comment on peut vérifier en cours de projet que ça avance bien, que les délais sont tenus, qu'on n'est pas en train de découvrir, enfin qu'on ne découvrira pas dans 1 ou 2 ans que finalement tout ça ne fonctionne pas bien, que la productivité n'est pas bonne. Est-ce qu'on a une visibilité pour savoir que tout se passe bien dès le début du projet? Alors, pour répondre à ces questions, on va revenir un peu plus en détail sur la façon dont le projet est organisé. On a dit que l'application allait être découpée en modules. L'objectif, c'est que chaque module soit migrable en quelques mois. C'est un ordre de grandeur. Donc on va détacher des sous-ensembles de l'application et en particulier, on pourra commencer si nécessaire par les sous-ensembles que l'on souhaite migrer vers un client léger le plus vite possible parce qu'on a peut-être une nouvelle population d'utilisateurs distants qui a besoin de cette partie en particulier de l'application en premier. Donc on va avoir ce découpage par module et pour chaque module, on va avoir une petite équipe avec un chef de projet, un architecte qui va encadrer des développeurs. Certains, côté logique métier, sont des développeurs qui connaissent l'application existante, le code PB existant, et qu'on va former pour qu'ils puissent convertir le code métier avec les outils dont on a parlé tout à l'heure en C#. Et puis de l'autre côté, on aura des développeurs qui vont, eux, créer l'IHM client léger, comme on l'a dit, sur la base de l'IHM PB et du guide de style. Et on va pouvoir donc, avec cette organisation, où le chef de projet et l'architecte alimentent en spec les développeurs dans les 2 catégories, on va pouvoir jouer sur le nombre de développeurs, parce qu'ils vont au fur et à mesure prendre les objets un par un, côté back-end pour les convertir en C#, côté front-end pour réécrire les écrans de PB vers JavaScript.
Et on va pouvoir avoir comme ça un ou plusieurs développeurs qui sont alimentés en parallèle. On va pouvoir augmenter le nombre de développeurs et on va ajuster la taille de l'équipe au budget et au délai que l'on souhaite respecter. Ça, c'est pour un module, mais rien ne nous empêche d'avoir comme ça, en parallèle, 1, 2, 3, 4 modules, comme des sous-projets qui avancent en parallèle, puisque chaque module va avancer à un rythme indépendant avec son propre encadrement et sa propre équipe. Donc on a une certaine flexibilité pour pouvoir comme ça ajuster les délais. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut revenir sur les questions que l'on a mentionnées au début. D'abord, premier commentaire, puisque l'on avance module par module, on contrôle l'avancement des travaux assez rapidement avec des résultats tangibles, parce qu'on a dit qu'un module, c'est quelques mois. Donc au bout de quelques mois, on est supposé avoir quelque chose d'utilisable, complètement autonome, fonctionnel pour une partie de l'application. On ne va pas attendre des années pour vérifier que tout fonctionne bien en délai, en qualité, en ergonomie, etc. Le deuxième commentaire, c'est que la nouvelle API web que l'on a créée pour ce premier module peut très bien être utilisée aussi par l'existant Power Builder. S'il y a des éléments de code métier commun, on peut très bien modifier l'existant PB pour qu'au lieu d'utiliser en double du code PB qui a déjà été migré, au contraire, il fasse appel aux microservices correspondants et que l'on ne maintienne à partir de dorénavant que la version C# de ce code métier. Et puis le troisième commentaire, comme je le disais vite fait tout à l'heure, on peut comme ça prioriser les modules et mettre en premier cette partie de l'application qui doit être utilisée par une nouvelle population d'utilisateurs sur le terrain qui se déplacent régulièrement pour aller faire des opérations à distance. On va regarder plus précisément comment on peut utiliser cette migration par module pour réaliser un déploiement progressif et qui va nous permettre d'exploiter les premiers modules dès le début, dès leur disponibilité, en parallèle de l'utilisation de l'application Power Builder pour sa partie qui n'est pas encore migrée. Alors, durant le projet, on va pouvoir faire cohabiter côte à gauche, les anciens modules PB, à droite, les nouveaux modules qui ont été migrés. Les deux vont partager certaines ressources. Alors, au minimum, ils vont partager la base de données commune, évidemment, mais pourront éventuellement aussi partager l'API web et le code métier, comme on le disait tout à l'heure, si on veut que certaines fonctionnalités de l'application PB, dorénavant, utilisent le code métier C# au lieu de l'ancien code métier PowerScript. C'est une option, ça n'est pas obligatoire. Dans le courant de la migration, les modules anciens et nouveaux vont cohabiter en réseau local parce que tant que l'application PB existe, elle est en réseau local, la base de données aussi, et donc les nouveaux modules commenceront à fonctionner en réseau local. Les utilisateurs qui sont eux aussi en réseau local pourront indifféremment utiliser l'application PB existante pas encore migrée, ainsi que les nouveaux modules qui eux ont déjà été migrés. On pourrait par exemple imaginer que dans le client PB, on utilise un contrôle web qui permettent à l'intérieur de l'application PB d'aller chercher les nouveaux modules qui ont été migrés en JavaScript, par exemple. Ou alors proposer aux utilisateurs en réseau local d'avoir deux points d'entrée, le point d'entrée PB et le point d'entrée JavaScript. Donc là, toutes les stratégies ergonomiques sont possibles. Bien sûr, les nouveaux utilisateurs distants pourront dès le début accéder à travers Internet, c'est le but de l'opération, aux modules qui ont été migrés. Donc ça, c'est la façon dont on va morceau par morceau, déplacer de gauche à droite, en cours de migration, les modules de l'application. Quand on a terminé, quand on a tout migré, d'une part, on peut décommissionner l'ancienne application, elle n'est plus utilisée. Ensuite, on n'a plus la contrainte du réseau local, donc on va pouvoir migrer le back-end à l'identique, cette fois-ci dans le cloud. Et tous les utilisateurs utiliseront dorénavant l'application à travers un client léger. Il n'y aura plus de back-end en réseau local, tout sera dans le cloud à partir de dorénavant. Question suivante, quel budget, combien ça va coûter? Évidemment que chaque application est différente, donc on ne pourra pas donner un chiffre a priori pour toutes les applications, mais on a déjà quelques indicateurs importants. D'abord, on sait qu'on a des gains de productivité significatifs parce qu'on n'a pas besoin de respécifier à nouveau les règles métiers. On va les convertir, on ne va pas les réinventer. On ne veut surtout pas les réinventer.
D'autre part, parce qu'on va convertir de façon semi-automatique les data windows, les scripts PB, on va gagner là aussi beaucoup de temps à la place de devoir les réécrire. Et ces gains de productivité permettent d'avoir un coût global qui est inférieur au coût initial de développement de l'application. Alors, ça a une fourchette assez floue, mais qui vous donne un ordre de grandeur qui pourrait varier de 30 à 60% du développement initial. Donc ça coûtera moins cher de fabriquer cette nouvelle application que ça n'a coûté de la créer initialement en Power Builder. Question suivante, quelles ressources sont nécessaires? Alors on a fait un petit tableau récapitulatif. En gros, votre équipe, notre équipe, savoir qui fait quoi et quelles compétences et quelles ressources devront être mises à disposition à minima de votre côté. Commençons par le pilote. Les quelques étapes du pilote sont assez simples. Vous définissez et puis vous nous expliquez en même temps la portée du pilote et son contenu. On a dit une ou deux fenêtres qui représentent un petit peu le type d'ergonomie de l'application. Ensuite, vous choisissez, on pourra vous conseiller, mais vous choisissez le style de l'interface utilisateur. En général, on va vous soumettre quelques variantes pour que vous puissiez le valider et choisir un style qui correspond le mieux à l'attente des utilisateurs. Puis, vous sélectionnez et vous fournissez le code correspondant avec une petite base exemple pour le pilote. En général, c'est quelque chose qui est mis à disposition à travers une VM, parce qu'on fait très simple pour le pilote. Vous avez un petit environnement avec le code à minima sur lequel on va travailler. On se connecte à distance pour pouvoir travailler dessus et préparer le pilote. Puis au final, on livre donc ce prototype, ce petit bout d'application représentatif qui fonctionne dans votre environnement via une VM a priori, mais qui permettra à tout le monde, y compris chez vous en particulier en interne, de discuter sur la base de ce prototype pour savoir si ça correspond aux attentes des utilisateurs ou pas. Deuxième étape, on va donc préparer, comme on l'a mentionné, la migration. Alors on va nous réaliser un audit de code pour comprendre un peu sa structure, se poser des questions sur la façon de le migrer correctement, commencer à réfléchir à la structuration de l'API web. Et on va réaliser avec vous le guide de style qui sera un peu la colonne vertébrale de la conversion entre l'IHMPB et le nouveau client léger, qui servira un peu de référence pour les développeurs et les chefs de projet qui vont spécifier au kilomètre la façon de convertir les écrans de toute l'application. On passe ensuite à la migration module par module. On peut réaliser ensemble l'analyse de l'application PB et du code métier, spécifier le client léger, et spécifier l'API web. Surtout pour l'API web, on va vous conseiller et vous guider. Alors on peut le faire ou vous le faites, mais au minimum, on suggère de vous conseiller pour que ça soit bien fait dès le début, parce que l'API web sera assez structurante. C'est un peu la fondation de tout le code côté serveur qui sera développé puis maintenu par la suite et appelé depuis le client léger. Ensuite, concernant la charge de travail, on appliquera des métriques habituelles et une certaine façon d'estimer qu'on vous soumettra pour que vous puissiez le valider et vérifier que tout ça vous semble cohérent. On va passer ensuite au développement de l'API web, la conversion du code métier en C#, puis l'intégration de l'ensemble. Vous pouvez tout développer si vous le souhaitez et si vous avez les ressources nécessaires. On peut aussi constituer une équipe hybride avec des ressources venant de votre équipe et de la nôtre, mais il y aura toujours besoin de s'appuyer sur les connaissances des développeurs chez vous qui connaissent l'application existante, puisqu'on ne connaît pas votre métier, et en particulier pour la conversion du métier en C#, il est nécessaire d'avoir ces connaissances métiers pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Ensuite, le client léger, donc là c'est un peu différent parce que le développement est techniquement plus simple. On n'a pas la vraie complexité, c'est le code métier que Dieu merci on n'a pas à réinventer, qu'on va juste convertir. Encore faut-il le placer correctement derrière l'API web. Mais pour le client léger, c'est beaucoup plus simple. Avec le guide de style et l'IHMPB initial, on peut développer au kilomètre et là aussi, vous pouvez complètement
réaliser ce développement par vous-même. On pourra vous aider, vous conseiller pour le faire correctement si vous le voulez, ou on peut le faire entièrement à votre place. Là aussi, c'est une option. Ou encore, on peut faire une équipe hybride où on répartit la charge de travail. Ce qui, à moi, me semble pas mal parce qu'il est toujours nécessaire de garder chez vous en interne un minimum de compétences, non seulement pour la migration, mais surtout pour la maintenance par la suite. Mais ça peut aussi monter en charge. L'équipe chez vous peut monter en charge, commencer plus petite et puis augmenter au fur et à mesure de la migration. Bref, c'est vous qui placez le curseur comme vous le souhaitez pour cette partie de la migration. Le sujet suivant porte sur la gestion des risques techniques. On se pose toujours des tas de questions sur les contraintes et les risques techniques dans ce type de migration. Alors, on va les prendre une par une. Là aussi, on a compilé les questions qui reviennent souvent lorsqu'on dialogue avec des projets qui veulent faire ce type de migration. D'abord, comment évaluer la solution avant de se jeter à l'eau? Là, typiquement, c'est le pilote dont on a parlé au début, qui sera représentatif du processus de développement, de l'architecture finale, de la future aussi expérience utilisateur qui vous permettra de toucher du doigt ce résultat final et voir si ça correspond à vos attentes. La question qu'on nous pose souvent ensuite, c'est mais comment transposer l'IHMPB qui est toujours très riche et très complexe, on peut faire des tas de choses compliquées avec Power Builder, en IHM Web où la philosophie et l'ergonomie est souvent assez différente. Alors c'est là qu'on va trouver la limite des outils de migration automatique. Il y a plusieurs tentatives qui existent sur le marché, mais en fait c'est quand même très compliqué. On va trouver la limite de ces outils et c'est là qu'une intervention humaine, il y a besoin d'un cerveau là, pour pouvoir transposer intelligemment l'interface riche de Power Builder en client web. Donc le guide de style défini en début de projet donne les grandes orientations et sur cette base, les designers de chaque projet que l'on mettra à disposition si vous le souhaitez proposent une nouvelle IHM et des spécifications détaillées pour chaque écran correspondant aux contraintes du projet. La question qu'on nous pose ensuite, c'est le risque, on en a déjà parlé, mais je reviens dessus parce que c'est une question fréquente. Faut-il spécifier et développer à nouveau le code métier? C'est un vrai risque et en même temps une vraie charge de travail, enfin c'est un vrai sujet. Et donc tout le but de cette conversion, comme on l'a indiqué, est de ne pas le spécifier et développer à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi ou le faire les yeux fermés. Là aussi, il y a besoin de cerveau. Mais pour mémoire, donc le code métier écrit en PowerScript sera capitalisé, réutilisé et transposé en C#, à raison de 1 pour 1, donc un script PB, un script C#. Donc là où il faut un cerveau, c'est pour savoir comment déplacer et réorganiser intelligemment ce code métier dans l'API web sous forme de microservices, génériques, appelables depuis le futur client léger. Mais c'est plus un travail de réorganisation et de transposition qu'un travail de spécification à nouveau et de réécriture qu'on ne veut surtout pas faire. Parce que c'est compliqué, parce que c'est risqué et parce que ça prend du temps. Et donc ça va considérablement réduire l'effort de développement et les risques d'erreur et de régression fonctionnelle que l'on aura post-migration, bien sûr. Autre question importante qu'on nous pose souvent, l'application migrée est-elle facile à maintenir? Je vais récupérer quelque chose. Si j'ai une boîte noire ou si j'ai un plat de spaghettis impossible à comprendre et à maintenir, ça va être un problème. Et le but de cette démarche, avec cette intervention humaine, justement, on n'est pas dans le cadre d'outils de migration automatique, c'est de réarchitecturer l'application selon les bonnes pratiques et les standards en vigueur, non seulement pour le code métier C#, mais aussi pour le client léger. Ça veut dire que dans les deux parties de l'application, front-end, back-end, vous aurez quelque chose qui est structuré et qui répond aux standards pour être facile à maintenir. Et vous disposez évidemment de tous les codes sources pour le maintenir ensuite. Le deuxième point, c'est qu'on va en cours de projet et ensuite à la fin du projet réaliser un transfert de compétences avec les équipes chez vous qui se chargeront de la maintenance. Et selon leur disponibilité, elles pourront être impliquées dès le début du projet ou en cours de projet. Bref, on peut les faire venir à bord le plus tôt possible en fonction de leur disponibilité pour que ce transfert de compétences commence en amont. Et c'est à cette occasion, c'est mon dernier commentaire, que on pourra donc former les développeurs Power Builder existants si vous le souhaitez, au développement
de la partie C# à sa conversion d'abord, puis à sa maintenance, pour qu'ensuite ils puissent faire évoluer leurs compétences et maintenir dans le futur l'application une fois qu'elle aura été migrée. Question suivante, est-ce qu'on peut changer un peu les fonctionnalités durant la migration? Donc, on peut partir sur le principe par défaut que l'on ne change pas les fonctionnalités et que dans ce cas-là, on va juste faire une transposition technique. Ou alors, on peut adapter la conduite de projet pour qu'à chaque fois qu'on attaque un nouveau module, la migration de ce module commence par des spécifications et un chiffrage correspondant au résultat attendu. Alors, c'est sûr que plus on va faire des changements et plus ça va prendre de temps. Donc, par défaut, on aurait plutôt tendance à dire soit on ne fait pas de changement, soit on fait les changements qui sont vraiment nécessaires à ce moment-là. Et une fois qu'on est migré, ensuite, on pourra faire évoluer le module comme d'habitude en maintenance évolutive ou corrective. Et donc c'est une possibilité, il faut juste le savoir, pour adapter la conduite de projet. Et donc les évolutions seront prises en compte dans le chiffrage du module et on pourra arbitrer à ce moment-là entre budget et évolution pour chaque module. Je fais un peu plus ou un peu moins de changements, ça prend un peu plus ou un peu moins de temps. Ensuite, l'application migrée, c'est une question fréquente, ça aussi. Est-ce que le résultat final est indépendant de Power Builder ou est-ce qu'il y a toujours des liens avec Power Builder? Donc là, il y a plusieurs points à souligner. D'abord, après la migration, l'application ne se compose plus du tout de code Power Builder. Il n'y a plus de PB à l'intérieur, il n'y a ni code PB dans le sens PowerScript, ni le runtime et la virtual machine de Power Builder. Cette partie-là n'existe plus. Le deuxième point, c'est que les outils que l'on va utiliser pour la conversion, PowerScript Migrator et Data Window Converter, ne seront plus utilisés non plus. C'est des outils qu'on utilise temporairement pour gagner du temps pour la conversion, mais une fois que la conversion est terminée, on n'a plus besoin de s'en servir. Et le dernier point, c'est que l'IDE de PB lui-même ne sera plus utilisé puisqu'on ne développe plus et qu'on ne touche plus à du code PowerScript ni à des data windows de type PB. Ça sera remplacé par un IDE C#. Alors ça peut être celui qui est fourni par Appion, qui est très pratique pour manipuler les data stores, les .NET Data Store, etc. Ça peut aussi être Visual Studio si vous le souhaitez. N'importe quel outil qui est capable de manipuler du C# pour le back-end. Même chose pour les développements en JavaScript, Angular, React. Les outils dédiés à ce type de langage sont ceux qui seront utilisés dorénavant. Alors comparons cette démarche avec les deux autres solutions possibles et les principales directions possibles, une réécriture complète, une migration complètement automatisée ou une approche un petit peu hybride, semi-automatisée, telle qu'on la propose avec PBOpen. Commençons par la réécriture complète qui a le principal avantage de repartir sur de nouvelles bases qui donnent une liberté de choix quasi illimitée en termes de technologie, architecture, conception, etc. Et l'inconvénient évident, c'est que d'abord, on a ce risque significatif dont on a parlé. On doit nécessairement, dans ce cas-là, réécrire intégralement le code métier, le reconcevoir et le redévelopper. On doit aussi, pour la reprise de données vers cette nouvelle techno, développer des outils de migration si tant est que la base de données ne reste pas à l'identique. Et puis, on va surtout s'engager en général dans des projets de long terme. Alors, vous avez peut-être croisé dans votre entourage ou entendu parler de projets de migration de PV vers Java. Il y en a régulièrement ces dernières années, de temps à autre, qui sont assez compliqués, effectivement, parce qu'on a cet effet tunnel. On s'engage comme ça dans quelque chose de long terme avec peu de possibilités d'en sortir et peu de visibilité sur la qualité et la productivité du résultat final. Et le principal inconvénient qui fait que ces projets durent longtemps, c'est que la productivité est moindre parce qu'on doit tout redévelopper, tout respécifier. Et donc là aussi, on a croisé, nous, régulièrement des conversions, des réécritures de PB vers Java avec des coûts qui étaient élevés. C'est une fourchette très floue, mais c'est plusieurs fois le coût du développement initial, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois le coût du développement initial, parce que développer en Java, par exemple, c'est pas du tout la même chose que développer en PB, surtout quand on a des écrans à développer au kilomètre avec des interactions fréquentes avec la base de données. Deuxième piste, les migrations automatiques. Donc là aussi, ça fait pas mal d'années maintenant qu'on croise régulièrement des nouveaux acteurs qui
se jette à l'eau et essaye de proposer une solution entièrement automatisée. On prend un existant Power Builder et on le migre. Alors là aussi, il y a quelques années, c'était plutôt vers des cibles Java. Puis récemment, quand il y a eu des tentatives, c'était d'autres cibles avec des clients légers, avec des back-ends qui peuvent être Java ou .NET. Le problème demeure sur le fond, mais les avantages aussi. Alors, en gros, les avantages, conceptuellement, c'est assez simple. On met en œuvre, on appuie sur le bouton, on a un résultat final. Le coût, en général, est assez élevé, mais il reste inférieur à une réécriture. La réécriture complète, ça bat tous les records en termes de coût, ça, il n'y a aucun doute. Malgré tout, ces outils sont en général assez coûteux. Surtout qu'il faut y ajouter une part de développement ou de personnalisation ou de reprise de code, je ne sais pas quel est le terme exact, mais la démarche qui était initialement complètement automatisée, en général, il y a quand même besoin de revenir sur le code et de passer du temps dessus. Les inconvénients, c'est que les choix techniques sont assez limités, sont imposés par les outils. Il vous dit je passe du point A au point B et vous pouvez difficilement en sortir. Mais le principal problème, c'est que l'intelligence de migration, on a besoin d'un cerveau. Quand c'est complètement automatisé, c'est très compliqué d'avoir une conversion intelligente des écrans PB vers des écrans de type client léger. Et le code lui-même, pour la même raison, parce qu'on n'a pas forcément un cerveau à l'intérieur, on a un mécanisme logiciel automatique, le code n'est pas réarchitecturé en fait, on a une transposition à l'identique, et ça veut dire que le code résultant est assez compliqué à maintenir. Par opposition, on a essayé de limiter les inconvénients et d'augmenter les avantages avec cette démarche, c'est pour ça qu'elle est hybride et qu'elle fait un petit peu les deux. Les principaux avantages, on a un petit peu dit, mais je les reliste ici, donc c'est moins risqué et moins coûteux que les autres approches. L'application sera réarchitecturée, donc facilement maintenable. On va convertir, on va aider à faire évoluer, si vous le souhaitez, des gens qui ont des compétences PB qui vont acquérir des compétences C#. Et puis surtout, la migration graduelle, telle qu'on en a parlé tout à l'heure, est possible. Ça n'est pas un effet tunnel où on découvre au bout d'un an ou deux, finalement, si tout se passe bien, on peut le faire étape par étape et transférer les utilisateurs d'anciens vers nouveaux modules. L'inconvénient, c'est que l'approche par module ne permet pas de faire une estimation détaillée dès le début. Alors, sauf à spécifier tous les modules, mais en général, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. On va apprendre, admettons que l'application soit décomposée en 10 modules, on prend le premier module, on fait l'analyse, le chiffrage, la réalisation. On peut en extrapoler assez rapidement un ordre de grandeur pour savoir que si on a fait 1/10 des modules, on a fait 1/10 du coût, 1/10 du délai. Ça donnera un ordre de grandeur qui est plutôt bon, mais ça ne sera pas une estimation détaillée de l'ensemble du projet. Donc estimation approximative, oui, estimation détaillée de l'ensemble, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour terminer cette présentation, on va prendre à titre d'exemple quelques écrans qui ont été migrés donc de PB vers client léger pour vous donner, alors ça n'est qu'un exemple, mais ça illustrera peut-être un petit peu cette présentation qui pour l'instant était un peu théorique. Ça illustrera un peu le type d'ergonomie que l'on peut obtenir à la fin. Donc, on a une première fenêtre ici dans laquelle on voit à gauche un élément de navigation et puis à droite une data window de type tabular et en bas des boutons pour pouvoir manipuler avec des champs de recherche en haut qui ont été transposés ici dans une version web où on retrouve les éléments de navigation à gauche et les champs de recherche, puis à droite, l'équivalent de la data window et les boutons en bas. Donc c'est là qu'on voit qu'on a, du point de vue de l'utilisateur, des fonctionnalités très similaires dans cet écran. Donc l'utilisateur n'est pas complètement perdu, il retrouvera assez rapidement son chemin. Par contre, l'ergonomie, le style et la techno ont radicalement changé, évidemment. Le deuxième exemple, on avait ici une fenêtre modale dans laquelle on avait quelques champs dans un premier temps, puis ensuite deux listes dans lesquelles on pouvait sélectionner des éléments, qui a aussi été transposé en web, où là on retrouve les champs en haut et puis les deux listes de droite à gauche avec des éléments de tabulation et de navigation avec les boutons qui sont en bas. Et le dernier exemple, on avait ici une fenêtre avec des questions qui s'affichaient, des réponses en dessous et puis une message box qui s'affichait par-dessus, quelques boutons en bas
qui est transposé là aussi avec une ergonomie de type web. Donc on retrouve les mêmes fonctionnalités là aussi, hein. L'utilisateur ne sera pas perdu, encore une fois. Il a exactement les mêmes fonctionnalités dans un look and feel un petit peu différent. Et donc à la fin, on se retrouve avec une application qui a un look moderne, homogène, et qui surtout est dans un client léger, accessible depuis n'importe quelle plateforme, comme on l'a dit au début.